C'est comme si j'avais mis ma plus grande fragilité au monde. Bienvenue dans le 4e podcast Parentia de Entre Popote et Lessive avec Julie Taton. Je suis Chalimar et autour de cette table, il y a également Aline. Aline qui est sage-femme chez Amala à Bruxelles. Alors Julie, ça y est, t'es à l'hôpital après ton premier accouchement et t'as ton bébé dans les bras. Tu te sens comment ? Je me sens quand même un peu perdue. Fais pas la maline, j'avoue. C'est-à-dire que tu as cette petite chose qui était dans ton ventre, que tu retrouves dans tes bras. Et j'étais gauche. Je savais pas bien le tenir, je n'osais pas le prendre. En plus, comme c'était vraiment une crevette, il faisait 2,7 kg et 47 cm. Donc, il était minus. Et j'avais peur, je savais pas. Et c'était vraiment, oui, comme une petite souris, comme ça, une toute petite bébête, comme ça. Et j'étais vraiment gauche. Et par contre, là, c'était super parce qu'à l'hôpital, t'étais super bien encadré, où on t'explique, on te montre. Et donc, du coup, j'avais presque envie de leur dire, mais faites-le, en fait. Enfin, vous le faites bien. Donc, je regarde. Mais c'est vrai qu'on se prépare toujours à l'accouchement, donc l'avant. Mais une fois que le bébé est là, en soi, alors il y a un petit côté naturel, je crois. Oui, il y a cette grande phrase de dire oui, l'instinct maternel sera là et tu vas voir. Est-ce que c'est vraiment exact ? Moi, je vous avoue, je voulais pas quitter l'hôpital. Moi, je voulais encore rester un peu. Vous êtes sûr, je peux pas rester encore un jour ou deux. Je me fais discrète, je change de chambre. Mais j'avais vraiment envie d'être, entourée parce que ce qui m'angoissait, ça, je me souviens, c'était de ne pas savoir pourquoi le bébé, parce qu'en fait, c'est le bébé, même si c'est ton enfant. Au début, il faut quand même le temps de t'adapter, de faire connaissance avec lui. Le bébé allait pleurer. Parce qu'autant dans mon ventre, je faisais vraiment la force, c'était mon enfant, mon bébé, mon machin, mon tout, mon roi, ma vie. Et une fois qu'il était devant moi, c'était devenu un être à part entière. Et j'ai vraiment il m'a fallu du temps, effectivement, pour m'adapter. Et le rencontrer ? Ah oui, mais j'avais peur qu'il pleure. Et je disais, ne pleure pas parce que je ne vais pas savoir qu'est-ce que t'as. Donc je sais si t'as froid parce que je vais t'habiller, je sais si t'as mal dans le sens où si t'as une rougeur ou quoi, ça va être, si je peux le voir. Si t'as soif, ok. Mais j'y mets le reste et je lui parlais parce qu'en fait, à un moment donné, je me dis, écoute, voilà, salut, je suis ta mère. Tu m'as choisi, oui. Bonne merde. On va apprendre à se connaître. Et je me souviens qu'avec Com, j'étais vraiment, vraiment dans ce dialogue où en fait, je lui disais, écoute, je suis gauche, je sais pas, je suis désolée. Et il était royal, cet enfant, parce qu'en fait, il était très détendu, très chill. Et il pleurait pas beaucoup. Et du coup, c'est vrai que je suivais un peu, je demandais beaucoup de conseils à ma maman. C'est vrai que ma maman, c'était vraiment, je n'écoutais que elle, limite. Les autres, les copines, ma belle-maman, que j'adore aussi, mais c'était que maman. Et du coup, c'est vrai que j'avais demandé l'aide à la maison. Donc, j'avais pu avoir une sage-femme, une infirmière qui est venue pour vraiment un peu t'aider, te montrer, etc. Parce que le moment du bain, ça m'angoissait. J'avais peur, j'étais vraiment pas à l'aise. Et en fait, quand t'oses le dire et que tu mets de côté un peu, je sais pas si c'était une orgueil ou le regard des gens, en fait, le jugement éventuel, j'étais là, j'écoutais, je sais pas. Donc dites-moi, j'apprends, je découvre, j'ai envie de savoir et j'ai envie de bien faire. Donc comment ça se passe ? Et après, ça s'est super bien passé. Et comme la plupart des parents, tout le monde a envie de bien faire. Et souvent, quand tu dis gauche, parce que tu n'as jamais eu un bébé dans tes bras, parce qu'on vit chacun pour soi, on ne savait pas quoi faire. Et puis, ce n'est pas évident non plus, parce que tu te retrouves avec... tu t'es habitué enfin à ton corps enceinte, avec tes seins comme ils sont, ton ventre comme il est. Et puis, une fois, tu te retrouves avec t'es en vrac un peu. Le ventre vide, le périnée explosé. Tu ne te reconnais pas non plus. Les serviettes hygiéniques énormes, le genre de pampers qu'on devait mettre. Vraiment des choses auxquelles on ne s'attend pas vraiment. Et puis, nos repères physiques ont disparu. Et puis, il faut un petit temps aussi parce que tu es encore... tu as fait shooter aux hormones de l'accouchement pendant, allez, mettons, 48 heures, mais les hormones de l'allaitement ne sont pas encore arrivées. Donc, le temps que les unes descendent et puis que les autres remontent, il y a une période aussi, tu te dis... En général, c'est vers le 2e, 3e jour, là, au moment où on te renvoie à la maison, tu te retrouves toute seule en disant, il y a du lait qui sort de partout, des larmes qui sortent de partout, du sang qui sort de partout, et moi, je fais quoi avec mon bébé, là ? Donc, c'est vraiment pas évident. Et puis, en plus, tu n'existes plus. Je ne sais pas si tu as remarqué. Oui, c'est vrai. Quand tu es enceinte, tout le monde veut toucher ton ventre, t'es formidable, tu vois, c'est celle qui va assurer l'espèce, la survie de l'espèce. Et puis une fois que t'as accouché, t'as rempli ton rôle, donc ça n'existe plus. Oui, c'est vrai. Alors que tu vis des choses très intenses. Mais c'est assez étonnant parce que j'ai l'impression que dans les hôpitaux, maintenant, dans les chambres, quand tu as accouché, en fait, on met le bébé derrière une vitre. C'est de plus en plus courant et donc il y a énormément de personnes qui viennent visiter, qui viennent regarder. Mais c'est vrai qu'on regarde à peine la maman et on regarde le bébé constamment, en fait. Et les gens commencent à picoler un petit peu et on pense plus vraiment à la maman. Et pour ça a été formidable d'avoir restreint les visites à la maternité. Parce que ça permettait à la mère et au père et à l'enfant de faire connaissance sans être perturbé par
il faut que, et t'as pas invité la grand-mère, et tout ce bruit qui perturbe ce bébé, et que ce moment de pause, et ça vraiment, c'est quelque chose sur lequel il faut insister, cette intimité, la maman, elle est extrêmement ouverte au niveau physique, ton col n'a jamais été aussi ouvert, mais aussi au niveau psychique. Et c'est Françoise Dolto qui parlait de ça, qui disait qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit aux femmes quand elles viennent d'accoucher, parce qu'elles sont tellement ouvertes psychiquement. Je vais faire écouter ça à mon homme. Voilà. Et si on leur dit des choses qui sont... alors juste un exemple, quand j'ai accouché de ma deuxième fille, ma sage-femme m'a pris le bébé dans les bras pendant que je faisais mes exercices périnés. Elle m'a dit « Oh, pleure pas, chouchou ». Et moi, je trouve ça très moche, chouchou. Mais c'est resté chouchou. Elle a 17 ans, c'est toujours chouchou. Donc, et je me dis, mais non, c'était Dolto. Mais non, mais c'est vrai. Donc, il faut vraiment être très attentif à comment on traite la femme pendant ses premiers jours, parce qu'il va lui falloir 6 à 8 semaines pour complètement se refermer, se résorber physiquement, mais aussi psychiquement. Donc, ces moments à l'hôpital où on reste vraiment cosy entre soi, où on découvre les gestes, mais aussi, et ça, c'est quelque chose qui est important aussi, c'est d'oser, comme tu disais, je vais apprendre, hein, mon gars, excuse-moi, mais je suis en train d'apprendre, mais d'oser apprendre. Et de ne pas attendre que ce soit le corps médical qui fasse à votre place, parce que c'est vous, le parent, et c'est vous qui allez découvrir progressivement comment vous faites à votre manière. Ça n'a pas besoin d'être parfait, c'est pas parce que c'est pas mis comme ça dans les livres. Il y a vraiment cette idée-là de se faire confiance et d'oser faire, et puis d'apprivoiser. Il n'est pas en porcelaine. Alors oui, il est en porcelaine, le bébé, hein, mais il n'est pas en porcelaine quand même. Et alors, tu parlais des pleurs, et les pleurs, c'est quelque chose d'extrêmement perturbant pour les parents. Ça peut susciter vraiment des violences extrêmes, parce que ça vient solliciter dans ton cerveau une zone très profonde de survie. C'est vraiment, tu fais ou tu meurs. Parce que c'est vraiment une question de survie du bébé, et que ça sollicite en moins de 46 millisecondes tout ton organisme. Alors quand on entend pleurer un bébé, c'est tout notre système d'alerte qui se met en route, et c'est très fatigant. Donc une fois qu'on a compris, en effet, qu'on va d'abord checker la liste des besoins physiques du bébé, un bébé, est-ce qu'il a faim? Non, il vient de manger. Est-ce qu'il est inconfortable? Non, son linge est propre. Est-ce qu'il a besoin de dormir? Oh, peut-être bien. Et puis qu'alors du coup, quand les besoins physiques sont couverts, on peut parler des besoins psychiques et émotionnels du bébé. Et un bébé, c'est comme vous et moi, il a besoin aussi de raconter sa vie. Sauf qu'il peut que pleurer, il peut pas aller téléphoner à sa copine qui lui dit mais oui, je te comprends, je t'entends. Hein. Non, mais si votre copine elle dit systématiquement prends un verre de vin, un morceau de chocolat qu'elle vous raccroche au nez, votre foie, ça va pas aller trop bien. Et puis les émotions, elles vont s'accumuler comme ça à l'intérieur. Et donc du coup, les bébés ont besoin de pleurer. Et c'est normal qu'un bébé pleure. Ça fait partie de son mode d'expression. Ça veut pas dire qu'il faut le laisser pleurer tout seul dans son berceau, mais qu'il faut lui donner, comme on a besoin, nous, être humain, cet environnement sécurisant et écoute et attentif, le bébé a besoin de ça aussi. Et si on sait que on peut ne pas laisser notre système d'alerte branché, qu'on peut le débrancher et revenir à ok, c'est juste un besoin émotionnel de mon bébé, c'est pas un drame, je peux l'écouter, et on peut revenir à sa respiration, et le bébé va sentir qu'il est en sécurité, qu'il peut pleurer très fort et puis qu'il peut s'apaiser. Et donc tout ça, c'est des petites choses, plus on apprend à se connaître, plus on peut décoder ça. Et plus on peut être à l'écoute de son bébé et adéquat. Alors il y a des fois on a envie quand même de l'envoyer par la fenêtre. Mais il y a la fatigue surtout parce accumulée. Parce qu'il y a la fatigue accumulée et qu'on voudrait tellement être bien. Alors le perfectionnisme parental, ça conduit au burn-out. Donc on peut l'arrêter tout de suite dès le 2e jour à la maternité. Ouais. Non mais c'est vrai que pour les visites, on a envie de se faire bien. On se dit on vient d'accoucher, hop. Moi je me souviens en tout cas, je me maquillais dans les toilettes en me disant mais je vais avoir une visite. Mais c'est ridicule en fait. Totalement. Vous savez que dans d'autres civilisations, enfin d'autres cultures, les femmes elles sont prises en charge pendant 40 jours par la collectivité. Et ça devrait être comme ça aussi. Pendant 40 jours, parce que ça correspond plus ou moins à ces 6-8 semaines de rétrogestation, on a besoin de ça. Et en fait, c'est toute la collectivité qui devrait se mobiliser pour la femme, pour la remercier d'avoir mis un être humain au monde quand même, et pour prendre en charge ce bébé, parce que les bébés ont des besoins tellement intenses que c'est clair qu'il n'y a pas 2 personnes, ça suffit pas. Hein. Donc, pour que la femme puisse remplir son rôle maternel, c'est indispensable que son compagnon ou sa compagne puisse être là, mais aussi que toute l'équipe autour soit là pour les soutenir dès la sortie de la maternité. T'as senti, toi, Julie, que ta vie avait réellement basculé à ce moment-là? Ah oui. C'est en fait, comme je disais, dès que tu fais un avec ton enfant quand il est dans ton ventre, et donc là, tu as l'impression que tu gères. Je dis bien que tu as l'impression parce que des fois, il peut y avoir des surprises pendant la grossesse, etc. Mais bref, tu t'es dans le contrôle. Et une fois que tu sors cet enfant et qu'il devient un être à part entière, là, tu te dis... ok, ce sera plus jamais pareil. Et en fait, moi, je dis toujours que c'est comme si j'avais mis ma plus grande fragilité au monde. J'ai mis, pour mes 2 enfants, c'est ma vie, c'est mon monde, voilà, et c'est banal ce que je dis, mais c'est vrai que là, je me suis dit,
c'est fini de penser en fait qu'à ma tronche, qu'à moi, que mes exigences. Alors là, je parle même du professionnel, je parle de tout change. Et en fait, tu as juste envie que eux soient bien. Si eux, ils sont bien, je serai bien, même si, effectivement, c'est la piqûre de rappel, surtout d'une maman, c'est de ne pas oublier qu'on doit être bien aussi, nous, d'abord, parce que sinon, c'est pas OK pour les enfants parce qu'ils le sentent. Mais c'est vrai que c'est tout... Donc, tu t'adaptes, tu fais ce que tu peux. En fait, ma maman disait toujours, attends, qu'est-ce qu'elle disait, on fait ce qu'on peut parce qu'on veut, ou un truc comme ça. Et je trouvais cette phrase tellement bête, ça m'énervait. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, ouais, en fait, elle avait peut-être un tout petit peu raison. C'est que tu t'adaptes et tu fais ce que tu peux. Ce qui est possible. Totalement. Ouais, exactement. Et que donc, du coup, de nouveau, de sortir des il faut que, une mère c'est ça, un père c'est ça, un enfant c'est ça, va nous lâcher un peu la grappe. Oui, vraiment de se foutre la paix, en fait, comme parents. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser de questions, mais ça veut dire qu'une fois que les questions sont posées et qu'on a trouvé une forme de réponse, eh bien, on va s'adapter à ce que l'enfant est en train de nous montrer. Mais ça ne veut dire surtout pas avoir cette rigidité de c'est comme ça que ça doit être. Ouais, non, c'est clair. Et de pas hésiter à faire appel à l'équipe aussi. C'est ce que j'allais dire. Moi, je trouvais ça hyper rassurant de me dire que je rentrais après ces 2-3 jours. Oui, ça diminue de 2 jours. Maintenant, c'est 2 jours. 2 nuits. Je crois qu'à l'époque, tu avais 5 nuits. Ouais, il paraît, c'était dingue. Ça, c'était quand même chouette. Mais pas pour tout le monde. Ah bon ? Parce que justement, pour un certain nombre de femmes, c'était hyper protocolaire, hyper envahissant. Vous avez des gens qui rentrent en permanence. Et le système hospitalier n'est pas conçu pour respecter le rythme des femmes et des bébés. Parce que quand on vous réveille à 7h du matin, quand vous avez eu une mauvaise nuit, pour vous apporter le plateau du déjeuner, non, ma brave dame, moi j'ai encore envie de dormir là. Et que le bébé, lui, il va être actif plutôt en fin de matinée. Et puis, quand au moment, et puis tous les gens qui rentrent et qui sortent dans la matinée. Et puis au moment où enfin vous dites, allez, à 2h, on va pouvoir dormir et débarquent les visites, c'est l'horreur. Mais je voulais revenir là-dessus. Moi, j'ai eu la chance. Alors, c'est pas le bon terme parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, mais voilà, moi, j'ai vraiment vécu comme une chance d'avoir une naissance pendant Covid. Donc, où en fait, il y avait pas de visite. Et ça, c'était incroyable. Au début, ça me stressait un peu parce que je me suis dit, mais non, il faut présenter bébé. Enfin, voilà, je veux que tout le monde le voie. Et puis, au moins, ma maman m'avait toujours mis en tête, toutes les visites, tu les fais à l'hôpital. Comme ça, quand tu rentres chez toi, t'es tranquille, c'est fait et on t'ennuie plus. Et donc, j'étais tellement préparée à cette phrase de ma maman qui était en fait son vécu à elle et ses envies, ses besoins à elle, qui en fait sont pas spécialement les miens, mais bon, bref, que j'étais vraiment angoissée à cette idée-là. Et en fait, ça a été un bonheur. Et même, je veux dire, le service médical sur place me disait que les enfants, et elles se sont rendues compte que les bébés étaient vachement plus cool, vachement plus zen, vachement plus faciles, et se mettaient plus facilement dans leur rythme, ce qui donc était beaucoup plus facile pour la maman aussi de suivre ce rythme, de comprendre et de pouvoir rentrer tranquillement à la maison. Et ça, je trouvais ça magique, et j'avais pas mesuré ça. Et je pense d'ailleurs qu'ils ont décidé de garder un peu ce serait bien, parce que cette fragilité est telle dans ces premiers jours. Oui. Vous êtes en train vraiment d'apprendre. Et alors, si c'est pour apprendre sous le critique de la mère ou de la belle-mère qui dit « c'est pas comme ça qu'on faisait à mon époque », ça a bien changé. Voilà, exactement. Alors, il faut juste se rappeler que nos mères, elles ont fait du mieux qu'elles pouvaient à l'époque. Mais oui, bien sûr. Et qu'à l'époque, il y avait d'autres critères et qu'elles étaient bien perdues aussi. Et que quand elles voient qu'on fait différemment, du coup, elles se sentent jugées en disant « mais ça veut dire que j'ai pas bien fait ». Si ma fille ou mon fils ne fait pas comme moi et n'a pas les... Et donc, du coup, il y a cette espèce de distance, et peut-être que les tensions et les critiques des mères et des belles-mères, c'est ça, c'est parce qu'elles-mêmes se sont senties pas soutenues quand elles étaient à l'époque, surtout qu'il y a quand même eu des époques où c'était hyper rigide, comment il fallait éduquer les enfants, à telle heure il faut manger, à telle heure il faut prendre le bain tous les jours, enfin des choses affreuses, où elles étaient tellement déconnectées de leurs propres besoins, de leur propre vécu, que du coup, elles se disent, oui, mais s'ils font autrement, c'est que moi, je me suis trompée. Ouais, c'est ça. Et comme parents, c'est insupportable, parce qu'on a tellement envie, tu disais, tellement envie de bien faire pour nos enfants qu'on se trouve vraiment fragilisé et que donc la communication entre générations est compliquée. Et quand en effet, toi tu as la chance d'avoir une maman soutenante, mais quand on a une maman pas soutenante, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc où est-ce qu'on va chercher le soutien en disant que notre maman elle fait ce qu'elle peut, que probablement ses fragilités, comme tu dis, ses besoins, ses valeurs, ses croyances, et donc où est-ce qu'on va chercher le soutien ailleurs? C'est là que les sages-femmes sont là aussi pour nous aider. Exactement. Les sages-femmes, elles sont là pour vous accompagner avant, pendant, et puis surtout après aussi. Pour justement, et l'idée, c'est de voir pas seulement comment va ta auto-utérine et si tu allaites bien, entre guillemets, mais aussi comment ça va dans la tête. Comment ça va pour toi, femme, et comment ça circule dans le couple, comment ça circule dans la famille. C'est le souk dans la maison, tant mieux. C'est impeccable, nickel. On se dit, est-ce qu'elle en fait un peu pas trop là? Parce que ton bassin est encore, tu sais, complètement démoulquiné, il tient pas, les ligaments sont complètement relâchés. L'utérus, il pèse encore 1 kilo, il n'y a plus de périnée pour le retenir, il n'y a plus de ligaments non plus pour le retenir. Et les femmes qui se mettent debout et qui veulent aller
aller faire la lessive, la vaisselle et qu'il lâche rien. Non, vous avez 6 à 8 semaines pour vous remettre au minimum. On dit 1 an aussi, non? On dit la première semaine, c'est au lit, canapé. Deuxième semaine, autour de lit. Troisième semaine, encore une sieste par jour minimum. Donc, c'est vraiment d'arrêter de vouloir... c'est pas remettre les femmes au travail. Hein. J'ai hâte de parler avec toi du retour à la maison, justement, la vie avec un bébé. Ce sera le thème de notre 5e et dernier épisode de Entre popote et lessive, un podcast réalisé par Parentia, caisse d'allocation familiale. N'hésitez pas à les contacter pour un paiement ponctuel de votre prime de naissance ou vos allocations familiales. Parentia vous aidera et vous accompagnera sur toutes vos questions relatives à l'administration. Pour plus d'informations, n'hésitez surtout pas à vous balader sur parentia.be. Parentia. Près des parents, dès les premiers instants.